suis Raphaël Séguier et je vous présente le podcast Sésame Asie. La région APAC compte plus de 4 milliards d'habitants et représente près de la moitié de la croissance économique mondiale. De nombreux Français sont donc venus s'installer ici, dans la région la plus dynamique au monde. Cependant, réussir en Asie n'est pas toujours facile. C'est pourquoi j'ai décidé de voyager de Hong Kong à Singapour, en passant par Tokyo et Shanghai, pour rencontrer ces Français qui ont réussi en Asie, percer leurs secrets et les partager avec vous. Si le podcast Sésame Asie vous plaît, n'oubliez pas de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Delphine, bonjour Diego. Bonjour Raphaël. Bonjour Raphaël. Donc vous êtes tous les deux cofondateurs de On The List. Nous sommes ici à Hong Kong, à quelques centaines de mètres de votre showroom, dans le quartier de Central, un super showroom que j'invite tout le monde à aller visiter. Mais pour commencer, je vais vous demander de vous présenter brièvement et de me dire c'est quoi On The List. Et même pour être un peu original, vous allez peut-être intervertir les rôles, et Diego va présenter Delphine, et Delphine va présenter Diego. Vu que vous êtes des habitués des podcasts, on va essayer de faire un peu de nouveauté, quoi. Donc honneur aux femmes, donc je commence par Delphine. Vas-y. École de commerce, Dauphine, et après travaillant chez Fago, une marque de chaussures française montée par deux jeunes Français qui étaient en études en Chine, d'où le nom Fago. Et donc qui a donné la fibre entrepreneuriale à Delphine. On est venus à Hong Kong ensemble et donc du coup en continuant VIE, Delphine chez Fago, mais pour le groupe ERA, mais donc aussi représentant d'autres marques, TBS, les Tropéziennes, et donc du coup voilà, plus en mode commercial, aller avec les samples à faire le tour de l'Asie pour vendre les produits à des distributeurs, des multimarques sur tous les marchés. Aussi bien Hong Kong, Chine, mais Japon, Corée et l'Asie du Sud-Est. Et après, il y a eu On The List. Ça va ? Tu valides ? Correct ? Les informations sont correctes. D'accord. Alors, Diego est franco-mexicain. Il a vécu au Mexique jusqu'à 11 ans et il est rentré en France après. Il a fait aussi Dauphine, donc pour la petite sœur, on est mari et femme, mais on s'est pas rencontrés vraiment à Dauphine, parce que donc Diego a commencé sa carrière chez Chanel en stage à New York. Ensuite, il est rentré chez Chanel à Paris et un petit peu il s'ennuyait un petit peu dans sa vie professionnelle chez Chanel, qui est une très belle maison, mais où les choses sont un petit peu voilà, il n'y a pas beaucoup de j'espère que vous ne travaillez pas avec Chanel. si mais ah bon, ok. enfin, il voulait un autre challenge, donc il a décidé de rejoindre The Couples, donc qui était à l'époque une start-up, petite PME, où là il y avait des ouvertures de magasins dans tous les sens, donc il a voyagé dans toute l'Europe pour ouvrir ses magasins. Et ensuite, on a décidé de partir à Hong Kong tous les deux. Et donc Diego a trouvé deux travails. Donc un chez Maison Hulens, où il était représentant de la marque en Asie, et un autre chez JB Martin, qui avait la franchise de Kenzo Chaussures. Donc un petit peu comme moi, avec Fago, il devait ouvrir des points de vente et développer la marque à travers l'Asie. Mm-hmm. Et du coup, au bout d'un an à Hong Kong, tous les deux, faisant nos deux métiers qui étaient un petit peu similaires, on a eu l'idée de monter On The List. Donc une grosse expertise retail, quoi. Si à vous deux cumulez, moi plutôt wholesale, Diego très retail, ouais. D'accord. Oui, mais wholesale dans des boîtes de retail, quoi. Voilà. Exactement. D'accord. Et donc non plus 20 ans d'expérience. Hein. Ouais, mais bon. À vous deux cumulés, ça va bien faire 10, non ? Ouais, 7-8. Et donc, j'imagine que c'est le fait de travailler dans ce domaine à Hong Kong qui vous a donné l'idée de lancer On The List. Comment ça a démarré au début ? L'histoire à l'origine, c'était, on avait des problématiques de stock, et certaines de nos marques nous disaient, en fait, il n'y a pas d'autre choix que soit de tout rapatrier en Europe, soit de détruire. Et en fait, nous, en tant que juste client du XXe siècle, consommateur, on se dit ça n'a pas de sens, et on le sait que dans l'industrie, beaucoup de marques le font pour préserver l'image de marque. Et on travaillait pas mal à Paris avec Arletty, et donc Arletty est un opérateur de vente privée physique,
comme vente privée VP, mais qui le fait online. D'accord. Et donc du coup on s'est dit pourquoi pas faire Arletty à Hong Kong. Donc on a même rencontré Muriel et Thibaut avec qui on travaillait avant pour nos marques en France. Et eux ils connaissaient pas du tout l'Asie et ils nous ont dit non en fait on peut pas ouvrir Arletty à Hong Kong sans être jamais allé. Et ils avaient pas mal de projets avec l'ouverture de Londres en cours. Donc en fait ils ont été très sympas, ils nous ont donné plein de conseils. Et donc pour expliquer un peu plus ce qu'on fait, c'est qu'on aide les marques plutôt haut de gamme, luxe, à organiser leur vente Friends and Family Sales, comme on dit en anglais. Donc où elles invitent les collaborateurs de la marque, puis après une base de données soit interne, soit externe, d'où le nom d'Andelis, c'est qu'il faut être en fait sur la liste pour être invité. Et donc c'est très contrôlé pour vraiment préserver l'image de marque. Et donc c'est des ventes éphémères sur 3-4 jours où l'idée c'est d'écouler des volumes assez importants grâce à des discounts, des remises vraiment intéressantes. En moyenne c'est moins 70, moins 80%. Et donc du coup s'assurer que l'image de marque est préservée, mais de trouver une solution qualitative à cette problématique que toutes les marques ont parce qu'il y a la saisonnalité et donc tous les 6 mois il y a des nouvelles collections qui arrivent en boutique. Et d'ailleurs c'est pas que la mode, c'est aussi la cosmétique, les meubles, fournitures, plein de l'horlogerie, joaillerie, il y a pas mal de catégories. D'ailleurs on en parlera peut-être tout à l'heure, mais on regarde aussi d'autres catégories de produits. D'accord. Et justement, tu parles de la relation avec les marques et de cette problématique de se débarrasser de ces stocks, mais dans un canal spécial et en gardant l'image de marque. J'imagine que c'est assez touchy, quoi. Il y a des choses que vous pouvez pas faire. Comment votre business est impacté par ce côté un peu spécial? En fait, ça dépend vraiment du positionnement de la marque. Donc, plus la marque est haut de gamme, plus l'image est très importante. Donc dans ces cas-là, on prend vraiment toutes les mesures de sécurité pour contrôler tout ce qui se passe lors de ces ventes. Parfois, la marque invite seulement ses employés. Parfois, elle ouvre, comme Diego l'a dit, à une certaine base de données. Et nous, depuis le début d'Andelis, donc la base de données qu'on a construite est complètement organique. On n'a jamais acheté de base de données ni rien. Et puis, on n'a pas pu faire beaucoup de marketing parce que, comme tu dis, c'est un peu touchy. On peut pas communiquer partout qu'on fait des gros discounts pour certaines marques. Donc du coup, notre base de données s'est construite de façon très organique et on a maintenant un peu plus de 350 000 membres à Hong Kong qui se sont inscrits d'eux-mêmes et on a toutes leurs informations, donc on peut vraiment les segmenter, savoir quand ils sont venus, ce qu'ils ont dépensé, parce que quand ils viennent, soit dans notre showroom, soit sur notre plateforme internet, ils doivent s'enregistrer et donc ils sont scannés à l'entrée et en caisse ou quand ils arrivent sur le site internet et quand ils check out. Donc du coup, on a vraiment toutes les informations sur ces clients. Et pour en revenir aux marques, donc du coup, si elles nous demandent d'inviter que les top 100 meilleurs clients, on peut faire des activations clients différents. D'accord. Et après, sur des marques un peu plus lifestyle, des marques plus, on fait pas mal de vins et spiritueux, d'autres catégories de produits. Donc là, les marques sont un petit peu plus ouvertes à communiquer. Et pour certaines marques qui sont plus petites et moins connues ici, elles nous utilisent même maintenant comme un moyen un petit peu plus de marketing, parce que même si elles entrent, on va dire, chez un consommateur via le discount, mais c'est un moyen de faire connaître la marque. Donc comme on a une plateforme assez qualitative, il y a certaines marques qui recherchent ce côté plus marketing grâce à nous. D'accord. Et après, pour certaines marques aussi un petit peu plus haut de gamme, la clientèle qu'elles vont toucher va être une clientèle plus jeune, qui va découvrir la marque avec du discount parce qu'elle va pas avoir forcément le spending power pour acheter cette marque avec un full price. Mais du coup, si plus la personne va mûrir, plus elle va avoir de moyens et ça peut-être devenir après un client. Démarrer une relation avec les clients dès qu'ils sont jeunes, quoi. D'accord. Et votre client type, donc, je comprends que ça dépend des marques et des opérations, mais c'est très local, pas mal d'étrangers. C'est quoi le client type? On a de la chance, parce qu'en tant que Français, on avait peur au début de construire un business plus avec les expats et les Français, mais on a eu de la chance de travailler avec des marques un petit peu plus locales dès le début, comme Doc Martens ou Ted Baker. Et maintenant, on est à 90% hongkongais. 10% expats, majoritairement femmes, donc 80% femmes, 20% hommes. Et après, en moyenne d'âge, c'est assez large parce que comme on travaille avec tout type de position de marque, donc du coup, on est sur du 25-45, on va dire, majoritairement. D'accord. Okay. Il y a un terme à Hong Kong qui office ladies,
et officemen d'ailleurs. Donc c'est vraiment les cadres jeunes dirigeants ou à titre de manager qui du coup viennent au bureau à 9h, des fonctions marketing, finance, et nous du coup c'est pour ça qu'on ouvre le showroom à 8h. Comme ça, ces personnes-là peuvent venir avant d'aller au bureau. Et après, elles arrivent du coup avec leurs emplettes à 9h avec leurs 50 de liste. Et après, leurs collègues viennent à la pause déj ou à la sortie du bureau. Et par rapport à... Parce qu'on sait aussi où notre clientèle habite. Donc à la base, donc historiquement, on n'était que sur du offline. Donc on a ce showroom à Centrale dont Raphaël parlait tout à l'heure. Donc c'est vrai que notre clientèle était localisée sur Hong Kong Island, mais depuis 2018, donc on a ouvert nos flash sales online, donc sur notre site internet. Et là c'est vrai que du coup on a une nouvelle clientèle qui n'est jamais venue dans le showroom, qui shoppe principalement online et là qui est beaucoup plus sur Kowloon et nouveaux territoires. D'accord. Le e-commerce, ça se développe bien. Ça représente quelle part de l'activité? Alors ça a commencé tout petit, mais maintenant donc dû aux problèmes politiques, déjà aux protestes, et là avec la pandémie, là cette année ça va être 2/3 de notre activité, donc ça a vraiment énormément. Ah d'accord. Vraiment, ok, donc c'est la croissance complètement. Complètement. Okay. Heureusement qu'on avait le online cette année. Oui. Avec les manifestations l'année dernière, puis le Covid, c'était vraiment le bon timing. Parce que je me souviens que tu le démarrais il y a. Ouais, tu le démarrais il y a 2 ans à peu près, c'est ça? En fait, c'est marrant parce que quand on a commencé à vouloir le lancer, l'online, c'est vrai que Hong Kong, traditionnellement, est pas du tout un territoire e-commerce. Mm-hmm. Donc, quand on en parlait un petit peu autour de nous, tout le monde nous déconseillait de le faire en nous disant que ça allait pas fonctionner, que les Hongkongais aimaient l'expérience, tout était très proche, etc. Donc c'était vrai, hein, mais en fait, je pense que c'était un peu un serpent qui se mordait la queue parce qu'il y avait pas beaucoup d'offres. Donc forcément, il y avait pas beaucoup de clients et donc personne ne voulait vraiment se lancer. Mm-hmm. Et nous, on a vraiment commencé un petit peu comme d'habitude en test and learn et on a fait un petit site au tout début, un petit site Shopify sans beaucoup d'investissement. Et on a travaillé avec une amie qui est dans le Champagne. Et on a mis donc du Roderer sur notre site internet pendant une semaine. C'était en novembre, avant les fêtes. Mm-hmm. Et novembre 2017, même la première vente. On a vendu 2000 bouteilles de champagne en une semaine. Donc on s'est dit bon, on pense qu'il y a un petit potentiel, on va explorer. Après, on n'a pas du tout eu les mêmes succès pour les marques d'après. Mais bon, voilà, ça a été un petit peu. On a appris aussi parce que c'était un métier qu'on connaissait pas. Mm-hmm. Donc on a vraiment appris sur le tas en faisant des ventes au fur et à mesure. Mais après, j'ai l'impression que les Hongkongais sont vraiment friands de bons plans, quoi. Donc vous surfez un peu sur cette vague-là. L'être humain. Je pense que c'est universel, ouais. C'est universel, mais ici, ça a l'air quand même, non? Et même on va te faire payer 2 fois plus cher la prochaine fois. Vas-y, toutes les discounts, quoi, dans les supermarchés, les 1 offerts, 1 acheté, on a l'impression que cette culture, même les gens qui sont riches en Hong Kong. Il y a un côté jeu, oui, en effet. Peut-être, dans le côté jeu, quoi. Il y a le mythe, comme quoi, le parking du Landmark, qui est du coup le shopping mall le plus luxe de Centrale, est gratuit que si tu dépenses un certain montant, et donc tous ceux qui viennent en Ferrari, ils se battent pour avoir le montant minimum pour que le parking soit gratuit à la fin de la journée. Donc en effet, il y a quand même un petit peu cette image. Ouais, mais j'ai envie de dire que, parce que du coup on est aussi dans d'autres pays d'Asie où on a commencé. S'il y a vraiment un trait de personnalité des consommateurs qui est le même, c'est vraiment l'attraction du discount. Après, c'est notre activité, c'est sûr, mais je pense que c'est quand même assez universel de vouloir se battre. Quand on voit les images des soldes, même en France, où les gens courent dans les magasins le premier jour des soldes, je pense que c'est quand même quelque chose. Le bon plan fait quand même partie un petit peu de nous. Et pour revenir un peu au début, donc vous avez tout ce vocabulaire un peu start-up. Là, t'as parlé de test and learn. On parle beaucoup en anglais, désolé pour les Non, mais moi j'ai remarqué, ça sent un peu la start-up. Donc comment ça a démarré au début? Est-ce que vous vivez comme une start-up? Le démarrage de l'activité était vraiment... les premières ventes, donc c'était en physique, et donc on a loué un pop-up, donc c'est un espace éphémère pour juste la durée de la vente qui était de 4 jours. C'est un espace éphémère donc dans un shopping mall, dans les parties communes, ou c'est un vrai magasin, ou Alors c'était spécifique parce que ça faisait partie d'un distributeur qui a fait faillite depuis GRI et qui nous a prêté en fait un espace, ils appelaient ça l'espace VIP, qu'on a pu utiliser pour la toute première vente. Après on a recruté des part-time, donc des vendeurs juste pour la semaine. Et du coup c'était Delphine à l'entrée pour gérer les histoires d'invitation et moi à la caisse. Et la veille, le setup, on a fini à 3h du mat avec des amis qui étaient venus nous donner un coup de main en plus des part-time.
Donc après, oui, enfin comme tout projet. Les 6 premiers mois, on avait nos boulots à côté. On n'a pas démissionné. En fait, ce test and learn, on l'a fait vraiment dès le début parce qu'on voulait pas prendre le risque de quitter nos boulots et de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale comme ça sans vraiment être sûr que c'est un concept qui fonctionne. Donc du coup, c'est pour ça pendant 6 mois, on l'a fait en plus de nos boulots. Donc en effet, on faisait tout nous et puis on avait embauché personne pendant les 6 premiers mois à part des part-time. D'accord. On devait vraiment tout faire. Donc des pop-up stores le week-end, j'imagine, vous bossiez la semaine. C'était une fois par mois les toutes premières. D'accord. Et alors, donc j'imagine que ça a bien marché. Vous avez vu du potentiel. Comment c'était quoi l'étape d'après? La toute première vente, c'était du coup le distributeur de bâche qui nous avait donné l'opportunité de faire cette vente. En fait, il arrêtait son contrat de distribution, donc lui, il devait vendre le stock qu'il avait. Quand tu dis distributeur dans ce domaine, c'est... Ça veut dire qu'il avait la possibilité d'ouvrir des magasins et donc il achetait les produits, donc ce que nous après on a récupéré. Il représente une marque. Ouais. Il représentait plusieurs marques, achète notamment du stock. Exactement. Et il a l'autorisation du coup de représenter la marque avec l'image et tout. À son nom, quoi. C'est lui qui ouvre des magasins en propre. C'est lui qui a investi tout. D'accord. Et donc du coup, quand c'est des contrats souvent de 5 voire plus longtemps, 5 ans. Et donc si jamais ça s'arrête, il y a une négociation avec la marque pour savoir si tous les invendus, donc tous les produits qui ne sont pas vendus en boutique sont récupérés par la marque ou pas. Et là, c'était pas le cas. Donc du coup, il a fallu qu'il trouve une solution pour liquider de manière qualitative parce que la marque devait quand même valider tout ça. Mm-hmm. Et donc du coup, c'est comme ça en fait qu'on a réussi à avoir une belle première marque. Et lui, il était OK via l'autorisation de la marque qu'on communique à tous les Français. D'accord. Donc en fait, on a eu la chance d'avoir le support de tous les clubs, chambres, donc chambre de commerce, l'APM, French Founders, l'UFE, et j'en passe. Tous les clubs de Français. Voilà. Hong Kong, quoi. Et donc comme c'était une marque qui attirait particulièrement, enfin très connue en France et très désirable, du coup, c'est vrai que sur ces premières ventes, on a capitalisé sur notre réseau. On avait même fait un barbecue. On avait invité tous nos amis. On avait demandé qu'ils donnent un leaflet, un flyer à tous leurs collègues, tous leurs amis, même qu'ils le mettent dans la boîte postale de leurs voisins et tout. Et voilà, comme tu dis, mode startup où il n'y a pas de mauvaise idée, il faut tout essayer. Mm-hmm. Et du coup, tu saoules un peu tous tes amis, mais voilà, il y a pas de secret. En mode débrouille, quoi. Voilà. Ça m'appelle mon premier Kickstarter. Tu soutires des ventes de tous tes amis. Je pense qu'on passe tous par là. Et donc, c'est quoi le showroom? Ça a été une étape assez rapide en fait, du pop-up au showroom. Alors du coup, vous avez une étape à 100% sur du pop-up. Vous avez quitté votre job. Ouais. Donc au bout de 6 mois, on a quitté notre job. On a recruté les 2 premières personnes, JC et Suzanne, qui sont encore avec nous. JC qui s'occupe des opérations et Suzanne qui s'occupe du marketing. Aujourd'hui, vous êtes à combien de staff? Si tu peux donner quelques métriques pour... alors sur toute l'Asie, parce que du coup on est à Taïwan, Singapour, Shanghai, on est à 100 personnes. D'accord. Avec un showroom permanent sur ces 4 villes. Et en plus, on a aussi l'Australie et la Malaisie qu'on a débuté il y a quelques mois, où là, c'est que des ventes en ligne et particulièrement pour les staffs. Donc on n'a pas de base de données encore à proprement parler. Et du coup, on fait toute l'opération, toute la plateforme sécurisée, comme disait Delphine, avec les quotas, avec s'assurer qui est invité, qui accède au site internet. Et on regarde aussi la Corée. D'accord, la Corée, ok. Excuse-moi, je t'ai interrompu, là, t'étais sur les premiers steps, on est totalement désorganisé. Mais... donc du coup, on recrute donc au bout de 6 mois, on continue en pop-up pendant 18 mois. Donc là, très très intense parce que du coup notre boulot c'est quand même vraiment de recevoir beaucoup de stock, d'ouvrir les cartons, de mettre tout ce qu'il y a dans un carton de recréer un magasin éphémère en une journée. Et ça va très vite parce que toutes les semaines, et là on faisait des pop-up toutes les semaines. Ouais. Donc en termes d'opération c'était vraiment assez épuisant. D'ailleurs JC nous a beaucoup aidé pendant cette période. Et ensuite, on s'est dit qu'il fallait qu'on cherche un espace permanent parce que c'était vraiment. Puis on voyait qu'on réussissait à avoir des marques toutes les semaines, donc on avait un petit peu prouvé que le modèle fonctionnait, notre base de données grossissait bien. Au bout d'1 an, on avait déjà 50 000 membres.
Donc on a commencé à chercher un espace et là ça a été un peu dur. On a visité une 60aine d'espaces, mais les landlords à Hong Kong n'aimaient pas vraiment notre business model parce qu'on n'est pas vraiment un retail, on n'est pas un F&B. Donc on est un petit peu entre le retail et l'événementiel. Donc on n'est pas ouvert tous les jours. Comme le disait Diego, on ouvre à 8h du matin. Donc on est un petit peu en décalé. Et c'est vrai qu'on avait failli signer un espace à Causeway Bay, mais à la fin le landlord s'est rétracté. Et donc au bout de 6 mois de visite, 4-6 mois de visite intense, on a réussi à trouver ce showroom sur Doddle Street. Donc c'était en mars 2017. Et là finalement vraiment super emplacement parce que c'est vraiment dans Central, mais c'est un emplacement sans fenêtre où c'est vraiment de la destination, donc il colle complètement avec notre concept de vente privée et très accessible pour tout le monde parce qu'à 3 minutes du métro. Et donc en effet là ça a été un step parce que déjà à un niveau financier il a fallu payer le deposit et le premier mois de loyer. Donc ça a été beaucoup d'argent. Ouais. Donc un risque. Quand on a signé le contrat, on n'a pas dormi quelques nuits avant de signer ce lease agreement. Et du coup là, on a pu aussi vraiment souffler un petit peu et stabiliser nos opérations en étant moins à droite à gauche tout le temps. D'accord. Donc vraiment un très bel emplacement et on sait que les emplacements retail coûtent cher à Hong Kong. Et c'était évident pour vous sur un business qui entre guillemets peut être un peu discount qu'il fallait avoir un emplacement premium. Vous avez songé aussi à aller je ne sais où dans les nouveaux territoires Pour nous, oui, mais pour les personnes autour de nous, non. Quand on en parlait, on nous disait mais vous êtes un peu bizarre et surtout très très risqué. Et en fait, nous, on a vraiment repris le modèle d'Arletty et de Simple Sales of Our Skin à New York, donc Arletty à Paris, avec qui on travaillait quand j'étais chez Zocouples, je travaillais beaucoup. Et au final, l'emplacement dans le retail, tout le monde le sait, c'est vraiment la clé du succès. Et si on était un peu plus loin, on aurait perdu peut-être 30%, 50% du trafic. Et au final, notre boulot, c'est de vendre un maximum des produits qu'on reçoit. Et donc, si on perd, des personnes qui vont pas pouvoir venir parce qu'on n'est pas très bien situé, ça veut dire qu'on n'optimise pas nos ventes. Et on voulait surtout être proche des bureaux des marques. Donc avant, quand on a commencé, la plupart des marques étaient à Central. Maintenant, c'est vrai qu'elles sont beaucoup délocalisées à Quarry Bay, donc c'est pas très loin. On reste quand même sur Hong Kong Island, mais on voulait pas être complètement loin des bureaux des marques pour organiser leur vente au personnel. D'accord, ok. Et donc ensuite, donc tu as parlé d'international. Comment ça s'est passé? Donc Singapour, Taipei, Shanghai, c'est ça? En showroom, ouais. Vous avez des showrooms installés, quoi. Ouais. D'accord. Et ça s'est fait assez récemment, ces dernières années. Enfin, de toute façon, tout a été très vite, t'imagines, dans l'histoire. On n'avait pas forcément indiqué, mais la toute première vente c'était en janvier 2016. Et au bout de un peu plus de 2 ans, une des maisons du groupe LVMH nous a demandé de l'aider à Singapour. Donc une marque très désirable. Et on s'est dit, s'il y a une marque qui nous demande d'ouvrir un nouveau marché, en plus Singapour, on savait que d'un point de vue administratif, c'était très similaire à Hong Kong. Donc on s'est dit oui, allez, on y va, on prend le défi. Donc ça c'était la première vente, c'était l'été 2018 à Singapour. Et après on a eu l'opportunité d'ouvrir à Taïwan et plus dernièrement du coup Shanghai, une des marques les plus haut de gamme du groupe Kering, nous ont demandé de l'aider à Shanghai. Et quand c'est le président Asie-Pacifique qui nous demande quelque chose comme ça, on pouvait pas dire non. Il y a quand même un peu de stratégie derrière. La Chine est quand même un marché qu'on regardait depuis. Oui, mais on prend les opportunités aussi quand elles arrivent. Tu lances un message subliminal aux autres marques qui nous écoutent. Là. On est là pour vous aider, quoi. La Corée, l'Australie, c'est fini un peu aussi comme ça. Et comment ça s'est passé? Je veux dire, le business se développe bien sur chacun de ces endroits. Il y a eu des difficultés à surmonter, des différences par rapport à Hong Kong. C'est pas évident parce que nous, quand on a 2 assets, on a la relation avec les marques et la base de données. Donc quand on commence un nouveau marché, on a aucun des deux. Donc il faut quand même tout refaire du début. Donc c'est vrai, du côté marque, il peut y avoir des connexions par rapport aux personnes qui sont ici, qui peuvent nous mettre en relation avec leurs homologues à Singapour ou à Shanghai. Et après, les équipes locales sont quand même en droit de décider si elles veulent travailler avec nous ou pas. Et la base de données, il faut vraiment, là, il faut tout reconstruire parce que il y a pas beaucoup de synergie, même si on essaye de demander aux gens d'Hong Kong de
faire du bruit avec leurs copains de Singapour, etc. Mais bon, faut quand même tout refaire. Donc je pense que Singapour, ça a été un bel exemple où on a fait des erreurs. On a voulu aller un petit peu trop vite. On a aussi on s'est dit que Singapour c'était comme Hong Kong parce qu'au niveau administratif c'est pareil, mais en fait il y a quand même pas mal de spécificités locales, notamment en termes d'emplacement, parce que Hong Kong c'est assez facile à lire géographiquement parlant, avec Central qui est quand même le centre d'Hong Kong, alors que Singapour il y a plein de petits centres. Donc ça a été un petit peu, on a eu des questionnements sur où mettre notre showroom, donc on a changé en fait d'emplacement parce que le premier était pas le bon. Donc voilà, donc on a fait des erreurs on a beaucoup appris de ces erreurs. Heureusement, je trouve qu'on a appris à Singapour pour ensuite s'attaquer à la Chine, qui est beaucoup plus complexe et beaucoup plus grande. Et donc du coup, on avait quand même une roadmap un peu plus construite quand on est arrivé en Chine que quand on est arrivé à Singapour. D'accord. Et donc vous avez cité Arletty, t'as donné plusieurs exemples, Diego, d'entreprises avec un modèle similaire. Donc vous vous êtes un peu inspiré, vous avez dû adapter, j'imagine, dans certaines mesures, ces modèles. Alors on s'est complètement inspiré. Après l'adaptation, ça va dépendre un peu de nos interlocuteurs, de qui sont du coup dans la boucle. Donc c'est aussi bien les clients finaux, donc les membres d'Andelist, que nos marques partenaires. Et donc on a essayé en fait de prendre le mieux et s'inspirer des best practices de chacun de ces modèles. Donc Sofer Skin et Simple Sales c'est à New York et Arletty c'est en Europe. Et donc l'idée c'est de donner ce côté très sécurisant aux marques sur l'image. Et voilà, donc ce que Delphine expliquait un peu plus tôt sur vraiment le système d'invitation qui est ultra contrôlé. Donc c'est un code barre qu'on lit, qu'on scanne à l'entrée et en caisse. Donc on a vraiment toutes ces informations sur nos membres et on peut segmenter la base de données de manière très précise. Et donc voilà, ça vient vraiment de ces modèles-là. Et l'adaptation après, c'est une façon de notre quotidien. Chaque marque a des demandes différentes. Et donc nous, on s'adapte de façon vraiment semaine après semaine en fonction de tout ce que les marques vont nous demander sur comment mettre le showroom, le VM, donc le visual display, qui inviter, comment communiquer sur la vente. Voilà, donc ça c'est vraiment toutes les semaines. Et j'ai envie de dire plus que l'adaptation qu'on a faite par rapport aux acteurs que Diego a cités, qui sont des acteurs traditionnels en physique. Qui était à New York et à Paris depuis 15 ans. Donc c'était vraiment que des personnes qui faisaient du retail. Là, ils se sont mis sur du online avec le virus. Mais là où j'ai envie de dire qu'on s'est adapté, nous, c'est qu'on a lancé le e-commerce bien avant eux. Et on a vraiment pu switcher sur parce que quand on s'est rendu compte qu'à Hong Kong on arrivait à avoir des marques et une base de données avec un point de vente, on s'est dit il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose pour toucher le plus de personnes ici. Donc c'est là aussi où je trouve on s'est adapté par rapport à eux, leur business model. D'accord. Et justement, tu dis que ça existe depuis 15 ans. Même moi en Chine, j'ai un copain qui avait lancé un business similaire il y a bien 10 ans. Je sais pas si vous avez la réponse, mais pourquoi un succès comme ça maintenant? Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que le timing était le bon ici? La définition du succès dépend. Nous, on a l'impression qu'on est encore tout petit. Si tu compares à VP en Europe. Vous avez des concurrents conséquents dans la région, sinon tu vois. En fait, je pense qu'à Hong Kong, personne s'était lancé parce que et c'est vraiment les commentaires qu'on nous a dit au début, c'est que tout le monde nous disait mais Hong Kong c'est trop petit, il y a que 7 millions d'habitants, c'est une niche, pourquoi vous vous lancez à Hong Kong, faut que vous alliez en Chine, voilà. Donc en fait je pense que pour pas mal de business aussi, de gens qui viennent faire du business en Asie, ils voient vraiment, déjà il y en a quand même pas mal qui comprennent pas encore la différence entre Hong Kong et la Chine, mais je pense que la différence s'estompe petit à petit. On va pas rentrer dans ce sujet-là avec toi aujourd'hui. Mais je pense que voilà, les gens comprenaient pas pourquoi on voulait lancer quelque chose à Hong Kong et pas directement en Chine. Et Hong Kong n'intéresse pas forcément beaucoup de personnes à la base. Et alors que quand on regarde une boîte comme la nôtre, avec déjà 7 millions d'habitants, on peut quand même faire des choses intéressantes. Et puis c'est aussi une porte d'entrée pour commencer à comprendre l'Asie avant d'aller dans différentes régions. Donc je trouve que Hong Kong beaucoup de boîtes de retail ont leur siège ici aussi, quoi. Donc, exactement. Surtout dans le luxe. Exactement.
Et justement, donc ça fait penser à un truc. On sait que Hong Kong l'industrie du retail est hyper importante à Hong Kong, et une grosse partie, je comprends que c'est les 60 millions de touristes chinois qui passent ici chaque année, enfin jusqu'à l'année dernière. Mais vous en bénéficiez pas vraiment en fait de ces clients-là. Nous, pour la petite histoire, donc on est vraiment sur une clientèle qui habite ici, donc local et expat. Et avant tout ça, on voulait attirer les touristes chinois parce que toutes les marques, comme tu le dis, bénéficient de ce trafic de touristes. Et on a dépensé un peu d'argent dans des WeChat mini-programmes pour essayer d'attirer. Et en fait, on n'a jamais réussi. Parce que je pense qu'on a qu'un showroom qui est à Centrale et que du coup, les touristes chinois vont plus à TST, ils sont plus dans Causeway peut-être aussi. Causeway, mais pas vraiment Centrale. D'accord. Et donc c'est vrai que en faisant des activations, en mettant des petits budgets, on n'avait vraiment jamais réussi. Donc parce que le WeChat mini programme, donc c'est comme un mini programme, une app qui est dans l'app WeChat que tout le monde utilise en Chine. Ça permet aussi d'attraper du trafic pour un business. Parce qu'ils peuvent, comme un compte Instagram, ils peuvent suivre le compte WeChat et du coup nous on donne nos news. Au final, ça nous a permis de pouvoir bien appréhender le sujet, et là aujourd'hui à Shanghai tout passe par le WeChat mini programme, alors que sur les autres marchés c'est que par email, email, texto, mais donc en Chine tout est sur WeChat. Donc en effet ça a été un petit planté parce que on n'a jamais dépensé un petit peu d'argent pour rien, mais au final ça nous a permis de mieux comprendre, et quand on a lancé Shanghai, tout s'est fait automatiquement via ce qu'on avait déjà développé. Donc heureusement maintenant qu'on ne dépend pas des Chinois, parce qu'il y a pour l'instant il n'y a plus de touristes chinois. Ouais, tout à fait, c'est une bonne chose au final. Maintenant Chine. Et Taïwan par exemple, c'est un marché similaire. Enfin, tout le monde utilisait Line comme application de communication, mais ça n'impacte pas votre business au final. Non, parce que nos clients qui sont plus jeunes, en effet, on a quelques personnes un peu plus matures à Taïwan qui du coup comprennent pas trop le système d'invitation via email, et donc on est en train d'explorer de développer quelque chose sur Line, mais notre clientèle plus classique à 25-30 ans, de toute façon ils travaillent tous dans des entreprises où au quotidien ils sont avec des emails, alors que à Shanghai ou dans les autres villes mainland China, il y a quasiment plus d'emails. Enfin, on oublie l'email, quoi. Ça marche pas. Ouais. D'accord. On l'entend, mais c'est bien de le confirmer. Nous, on travaille encore avec des emails parce qu'on est à l'ancienne, un peu western, mais là-bas, oui, c'est notre façon, notre culture. D'accord. Bon, je vais vous poser une question qui est inévitable, mais bon, c'est tentant. C'est comment ça se passe de travailler comme ça en tant que couple? Est-ce que vous me donnez au moins un avantage et un inconvénient? Alors, je pense que on a beaucoup répondu à cette question et on a beaucoup mûri dans la tête aussi. Et là, je trouve que maintenant, peut-être au stade de maturité, on est après 5 ans. Bon, bien sûr, il y a eu des phases qui ont été compliquées où on n'était pas d'accord et voilà. Mais je trouve que là, on entend souvent la solitude du chef d'entreprise et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez commun. Et là, moi je dirais l'avantage qu'on a de travailler ensemble, c'est qu'on peut vraiment se challenger. On parle beaucoup de boulot, beaucoup de boulot, mais on peut vraiment en discuter, débattre de nos idées et après vraiment grandir par les discussions qu'on va avoir tous les deux. Donc je trouve que c'est vraiment et puis en fait il faut qu'on se mette d'accord à la fin de la journée parce que on va pas s'endormir sans être d'accord. Donc par rapport à peut-être une relation d'associé, ami ou pas en couple, on va devoir prendre une décision à la fin de la journée. Oui, pour aller un peu plus loin. En effet, il y a eu quelques discussions avec assez mouvementées que j'appelle plutôt des débats que autre chose. Mais du coup c'est beaucoup d'énergie parce ça nous tient à cœur, et en plus Delphine parlait de beaucoup travailler, beaucoup de boulot, mais en fait c'est des sujets qui nous passionnent et donc on le sent pas, hein, c'est pas quelque chose de pesant, et donc en plus c'est des projets où on a l'impression qu'on peut avoir un impact non seulement sur les équipes mais aussi sur la communauté de membres de liste. On essaie d'apporter cet angle sustainability, et donc voilà, toutes les idées qu'on peut trouver dans l'industrie, on essaie d'un peu de les véhiculer, et donc ça nous, voilà, on sent qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire, et donc en effet on y passe du temps, mais c'est que pour notre bonheur, j'ai l'impression, enfin en tout cas moi ça me passe pas du tout. D'accord.
Faut trouver un équilibre en fait. Après c'est vrai au début on a les mêmes compétences, donc enfin les mêmes compétences. On a fait tous les deux Dauphine, donc on n'a pas un qui est tech et l'autre qui est marketing. Donc c'est vrai qu'au début quand on était une plus petite équipe, on se marchait un petit peu sur les pieds parce qu'on faisait tout à deux. Là c'est vrai que comme l'équipe a grossi, comme on a une super équipe qui gère bien tous leurs sujets, on s'est vraiment séparer les sujets. Donc par exemple Diego va plus s'occuper de Singapour, Taïwan, moi je vais plus regarder la Chine. Donc c'est vrai qu'on a nos libertés et on a on peut vraiment s'occuper d'un sujet de A à Z sans se marcher dessus, donc ça marche beaucoup mieux comme ça. Mais ça a été des réflexions assez poussées sur l'organisation, sur qui s'occupe de quoi, etc. Et puis c'est en mouvement, ça change un petit peu tout le temps aussi. Ouais, ce qui est le trait des jeunes entreprises en croissance. J'ai vu que vous avez un projet qui s'appelle On the Love. Vous pouvez m'expliquer ce que c'est ? Alors depuis le début, on avait voulu toujours essayer d'aider toutes les associations, les NGO qui sont venus nous voir, qui voulaient utiliser soit le showroom, soit la base de données pour organiser des événements et du coup que ces événements-là soient les plus succès possibles. Donc on a travaillé avec Maya Népal, qui est une assoce qui a des enfants au Népal et qui organise des ventes, donc où ils récupèrent des vêtements de toutes les femmes expats et qui revendent du coup 2 fois par an. Donc il y a eu pas mal de projets comme ça où on était ravis de pouvoir être impliqués et d'aider autant qu'on pouvait. Et en fait, il y a 6 mois, on a demandé à l'équipe de s'auto-désigner une task force pour tous les projets CSR, donc aussi bien pour le bien-être de l'équipe que des projets un peu comme ça externes à sens. Et donc ils sont venus avec le nom d'On the Love et avec plein de nouvelles activités. Donc là, on est en train d'aider Impact Hong Kong, qui est une super organisation qui aide les personnes qui malheureusement ont perdu leur boulot et qui se retrouvent dans la rue. Et avec le Covid, là, c'est vraiment accéléré. Et c'est un peu dans le sens où, et c'est eux qui l'ont défini comme ça, c'est On the Love, c'est donner une chance plutôt à des êtres humains qui n'ont pas eu forcément les mêmes chances que nous, et c'est un peu comme en Delis, parce que nous on donne une seconde chance aux produits qui sont pas vendus en boutique et pour éviter la destruction et du coup une empreinte carbone négative, on arrive à trouver une clientèle souvent qui adore ces marques-là, qui va dépenser de l'argent dans des marques fast fashion qui sont du coup pas du tout sustainable, et donc du coup c'est donner accès à un nouveau produit beaucoup plus qualitatif. Et donc On the Love, c'est un peu sur cette idée-là d'essayer de mettre en contact des super assos qui font. Enfin nous du coup on est juste en support. On travaille avec des associations qui font un super boulot. Puis on a été quand même très fiers d'avoir ces 5 personnes qui se sont autodésignées pour cette task force. Parce qu'on n'était pas très familier avec ce concept-là, et c'est vrai que du coup ça leur rajoute un petit peu de boulot toutes les semaines, mais ils le prennent très à cœur. Donc c'est beau de voir qu'on a des gens dans l'équipe qui sont passionnés par ce sujet aussi. Voilà. D'accord. Et justement, tu parles de sustainable. C'est quelque chose qui vous est cher. Votre business model à la base dans The List, c'est déjà de sauver des produits qui parfois étaient détruits par les marques. Vous avez d'autres projets qui vont dans cette direction Oui, on a été passionné par le mouvement qu'il y a eu en Europe sur le gaspillage alimentaire. Vraiment, t'as des millions de personnes qui maintenant combattent. La stat, c'est qu'il y a 1/3 de la nourriture produite dans le monde qui finit en gaspillage, qui finit dans les poubelles. Et donc voilà, dans cette mouvance-là, on est aujourd'hui en discussion avec Phoenix, qui fait un super boulot depuis plusieurs années en France et maintenant dans d'autres pays en Europe, et notamment sur la partie B2C, donc connecter des clients finaux avec des commerçants dans le F&B, donc aussi bien des boulangeries que des primeurs, des supermarchés, pour éviter que ces commerçants jettent à la fin de la journée des produits qui ne sont pas vendus et qui étaient parfaitement bons. Et donc un peu dans la même idée dans Delis où il faut avoir une base de données. Donc c'est une app, si je comprends bien, qui permet par exemple de passer dans sa boulangerie ou son supermarché
et récupérer des produits qui allaient être jetés, quoi. En France, un peu ce que fait Too Good To Go aussi. Too Good To Go est un autre acteur. Il y en a pas mal. Il y a Karma, il y a Too Good To Go, il y en a plusieurs qui le font. Mais en Europe, ça marche très bien, quoi. Et en fait, ça va bien. Enfin, nous, on le voit comme une autre verticale dans The List, parce que l'idée, c'est pour les consommateurs de racheter ces produits à prix cassé, donc discounté. Donc c'est vrai que ça continue dans la philosophie où on se diversifie. En fait, c'est une nouvelle verticale à notre business model. Et pour la petite histoire, Phoenix, ils sont vraiment inspirants dans le sens où ils sont très impliqués dans la tech for good. C'est une entreprise à impact positif. Ils sont B Corp. Donc, en fait, c'est peut-être que là, les auditeurs, je les ai un peu perdus. Tout ça, pour résumer, c'est en gros, c'est une façon de faire un business qui est différente. Jusqu'à maintenant, on a appris à l'école que voilà, le but d'une entreprise, c'est de faire du profit. Et oui, en effet, si t'es pas profitable, si t'es pas rentable, t'es plus un business et du coup tu peux plus investir, tu peux plus aller de l'avant. Mais c'est pas tout. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un impact et de pouvoir voilà, on vient d'avoir un petit bébé, Pablo, et donc du coup si un jour il nous dit est-ce que tu savais qu'il y avait le réchauffement climatique, tu lui réponds oui parce que tout le monde le sait, et qu'est-ce qu'on a fait contre ça, et tu lui dis pas grand chose, ça nous travaille déjà un peu, et donc du coup d'où l'idée de lancer la Phoenix by On The List très rapidement à la rentrée en 2021. C'est se dire si on peut avoir un impact et si on peut apporter un tout petit peu notre contribution à cette problématique qui risque d'être énorme pour les générations à venir, on sera assez fiers. Donc voilà, on essaie de s'inspirer en Europe. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites, et d'ailleurs beaucoup de gens disent en Asie ça va pas marcher, la planète c'est pas leur problématique, c'est pas leur priorité. C'est pas vrai quand tu regardes un peu ce qui est fait en Chine, en Chine continentale, et même dans plein d'autres villes en Asie. Il y a vraiment des gens qui s'y intéressent beaucoup, et donc c'est juste une question de temps, et de toute façon le problème est là et il va être de plus en plus présent. Donc il faut que voilà, ça passe par les politiques, mais aussi par les business. Et donc plus on peut avoir une influence sur notre communauté de membres dans The List, plus on sera fier, et donc voilà l'idée qui est derrière les sont un peu éparpillés, mais c'est vrai que c'est un projet qui nous tient à cœur. Non, c'est clair qu'en Europe, il y a plein de projets du genre qui se lancent, et ça prend de l'ampleur. Donc l'Asie est peut-être un poil en retard sur le type de projet dont on parle, mais je suis tout à fait d'accord sur la Chine. La Chine va sûrement devenir leader, enfin c'est le plus gros pollueur au monde, mais ça va être sûrement là où il va y avoir le plus gros effort qui va être fait dans les prochaines années, donc 100% d'accord, quoi. Pour revenir à un truc un peu plus ludique, changer un peu de sujet, d'un point de vue un peu perso, enfin j'ai vu que toi Diego tu joues au golf, toi Delphine t'aimes faire du cheval, vous arrivez à pratiquer ces sports à Hong Kong, et comment se passe votre vie à Hong Kong maintenant que vous avez fondé une famille, enfin vous épanouissez à Hong Kong, racontez-nous un peu. Ouais, moi je vais monter à cheval avant la grossesse, mais donc une fois par semaine à Pop Fulham. Ah d'accord. Il y a un petit centre équestre public. Je vois très bien, ouais. Qui est très sympa. C'est public, on peut. Il y a une petite liste d'attente, mais ouais, si on s'inscrit, on peut y aller. Donc j'y vais de 7h à 8h le jeudi matin, avec ma sœur qui est à Hong Kong aussi, qui travaille chez French Founder. Et sinon, nous on habite toujours à Mid-Levels, on vient de déménager, donc c'est assez pratique parce que c'est près du bureau. Voilà, et puis Diego essaye de jouer au golf. Qui sont deux sports un peu british. Moi, j'imagine que le cheval ici et le golf, on voit c'est pas le plus facile à pratiquer en effet. Ouais, mais non, mais c'est une légation un peu de la colonie britannique, j'imagine d'avoir. J'ai remarqué qu'il y avait des stades équestres à droite à gauche. Ouais, il y a pas beaucoup de golf. Il y a un golf public qui est sur une île qui est vraiment incroyable, Koh Sai Show, en face de Sai Kung. Et là, du coup, tout le monde veut jouer, donc c'est pas facile de réserver un départ. C'est des mini-îles qui sont entièrement le golf, c'est entièrement une mini-île, quoi. C'est incroyable à voir, quoi. Ouais, c'est dans la nature et c'est vraiment des paysages incroyables. Et les pêcheurs du coin vendent des balles, non? Les villages du coin, ils vendent des sacs de balles que les pêcheurs récupèrent. Et non, il y a un bon groupe d'amis ou même des personnes avec qui on travaille qui jouent, et donc ça permet de s'évader et de penser à autre chose. Donc c'est un sport j'ai pratiqué petit parce que à côté de maman, la famille on jouait un peu, et donc voilà, c'est comme ça
je suis rentré là-dedans. J'ai fait beaucoup de compétitions plus jeune. Ah, d'accord. Et là maintenant c'est que pour le plaisir. Et ouais, ça permet de s'évader. On fait aussi beaucoup de trek. Hong Kong, on a cette image-là en Europe. Quand on n'est pas à Hong Kong, d'une ville très moderne, très intense, très dense. Et en fait, très rapidement, nous on habite mid-levels, mais à 15 minutes à pied de Centrale, mais à 5 minutes on monte et on est dans le pic et on est en plein milieu de la jungle où on croise des sangliers quasiment une fois sur deux. C'est ce que j'allais dire. Et donc c'est la beauté de cette ville. Des porcs épiques à 10 minutes du centre financier. On a la chance, je déteste les serpents, mais on a des amis qui habitent un peu plus loin, pas à mid-levels, mais à Port Fulam ou à Sai Kung et qui ont beaucoup de serpents chez eux. Ça pour le coup je pourrais pas, ça me un stress. Mais non voilà, c'est une ville incroyable. Beaucoup de plages, beaucoup de nature et c'est vrai que ça donne en plus une façon de se ressourcer et ça donne beaucoup d'énergie après pour être à fond sur tous les autres projets. Ok, super. On va conclure cet épisode. Donc la question finale que je pose habituellement, est-ce que vous avez une astuce pour hacker l'Asie ou pour hacker Hong Kong? Mais bon, vous avez une belle vision, on va dire, de bonne partie de la région. Donc c'est hacker l'Asie. La première vraie règle, c'est d'écouter ton podcast, Sésame Asie. Ah ouais, parce que là, on a toutes les réponses à comment hacker. C'était pas préparé d'avance. C'est grâce à mes super invités, quoi. Après, pour répondre à cette question, en n'étant pas trop prétentieux, c'est compliqué. On a eu beaucoup de chance d'avoir vraiment des portes qui sont ouvertes très rapidement, où que ce soit à Hong Kong, Singapour et tout. Et donc, utiliser le réseau, mais pas que le réseau Guangxi, très local, mais aussi des réseaux des expats, donc beaucoup de Français notamment, mais pas que. Et les gens sont super ouverts et donc vraiment, leur demander un café, 20 minutes, une demi-heure, leur poser des questions sur leur parcours, comment ils en sont arrivés là, quelles ont été les difficultés, notamment monter l'entité en Chine. C'est vrai que c'est des questions qu'il faut vraiment bien préparer et tout le monde était vraiment super sympa et bienveillant et donc je sais pas si c'est la clé pour hacker l'Asie, mais en tout cas il faut s'appuyer là-dessus parce que ça fait gagner du temps, ça revient souvent comme réponse. Et puis, je pense que notre philosophie, il y a certaines personnes qui se disent non, je vais pas aller prendre un café, qui étudient leur temps vraiment de façon très segmentée, en faisant que des choses qui pensent paraître essentielles, alors que nous on est plus dans cette philosophie, on adore rencontrer du monde, on adore parler, on adore échanger, on adore confronter nos idées, et donc c'est vrai qu'on rencontre beaucoup de monde, et en fait mine de rien, même si à la base je prends juste un café avec une personne en me disant juste pour rencontrer la personne, mais il y a toujours dans les discussions, ça t'apporte toujours quelque chose au fur et à mesure de la discussion, donc c'est vrai que je pense que de rencontrer plus de monde possible, je pense que c'est vraiment pour nous un des moyens de réfléchir et de nous challenger et d'essayer de grandir. D'accord. Et sur le côté peut-être management, de manager des gens de différentes cultures sur la région, est-ce qu'il y a des choses qui ressortent? Est-ce que vous avez parfois des problèmes à résoudre, des choses que vous avez La communication est parfois pas toujours super fluide, mais à partir du moment où tu crées des moments de communication, des one-to-one, tu montres du respect et que tu leur donnes des responsabilités et de l'indépendance. Au final, nous on a de la chance d'avoir une super équipe et qui a beaucoup grossi dernièrement. On a aussi recruté des profils beaucoup plus expérimentés avec 20 ans d'expérience en retail luxe. Et si tu recrutes ces gens-là, c'est pour aussi qu'ils t'apprennent et qu'ils fassent les choses différemment. On a forcément fait des erreurs de recrutement et de management. Après, on n'a pas beaucoup managé de gens en France, donc on n'a pas beaucoup de comparaisons, même s'il y a toujours ces clichés, on les connaît très bien. Moi, je pense que, un peu comme les clients qui aiment le discount, les gens qui nous rejoignent, ils croient en un projet entrepreneurial. À la base, quand on a monté Anzolis, les premières personnes qu'on a embauchées, on avait presque pas d'activité. Enfin, s'ils nous ont rejoints, c'est plus, je pense, par qui on est, et donc du coup, et le projet qu'on essaye de monter. Donc on a un peu les mêmes profils de personnes, que ce soit à Singapour, à Shanghai ou à Hong Kong. Donc je n'associerais pas ça forcément avec une nationalité, mais plus avec un profil de jeunes jeunes qui veulent travailler dans une start-up. D'accord, peut-être une culture d'entreprise que vous avez commencé à développer. Exactement. D'accord, ok, super. Bon, on va s'arrêter là. Je vous remercie. Merci à toi. Beaucoup.
Cet épisode de Sésame Asie est maintenant fini. Si vous êtes toujours là, c'est que ça vous a sûrement plu. N'hésitez donc pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, cela m'aide beaucoup. Pour me contacter, le plus simple est de m'ajouter sur LinkedIn, Raphaël Séguier, S-E-G-H-I-E-R. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du podcast, à suggérer des invités ou des thèmes qui vous intéressent. Tout feedback est le bienvenu. Merci d'avance et je vous retrouve au prochain épisode. Salut!